En deux mots, je travaille à Microsoft France, donc en tant qu'évangéliste technique. Je ne suis pas un très grand spécialiste de Java. Je dirais que le point commun que j'ai avec Java, c'est que je suis un auditeur régulier des cascodeurs, mais à part ça, je ne connais pas énormément. Donc, du coup, je m'y suis remis. Donc j'ai fait. Un peu plus qu'un auditeur de cascodeurs. Oui. Et donc, du coup, j'ai fait du code qui sera peut-être pas très joli, mais bon, le but c'est que vous puissiez imaginer que si vous remplacez votre code joli par mon code moche, l'inverse, pardon, que vous puissiez héberger des choses sympas dans Azure. Donc l'idée c'était un peu de, à la fois vous présenter Azure de façon, pour que vous sachiez un peu plus de quoi il s'agit, donc relativement rapidement, et puis après de voir ça plutôt sous deux angles. Un premier angle qui va être Big Data et Machine Learning avec effectivement quelques points communs avec Java évidemment, et puis également un des aspects de microservices dont on parle pas mal en ce moment, c'est un peu un des buzzwords du moment, donc le fait d'évoquer ça via un aspect un peu particulier, qui est le fait d'assembler différentes API REST ensemble d'une façon assez sympa, et de faire le lien avec la partie Big Data et Machine Learning. Donc j'ai prévu à peu près 2h15 de contenu, mais bon, on peut faire plus long, plus court, un peu comme vous voulez. Donc Azure. Donc c'est dans le cloud, et le cloud c'est où? En fait c'est dans ces différents data centers, en fait, donc il y a ces différents... donc il y en a pas mal aux États-Unis, donc déjà c'est du public cloud. Il y en a en Europe deux, un qui est à Dublin et l'autre qui est à Amsterdam. Et puis, donc on en a annoncé en Inde également. Et il y en a deux en particulier qui sont dans une autre partie du monde et qui sont séparés, qui ne sont pas sur Azure.com mais Azure.cn, et qui sont en Chine et qui sont opérés par un opérateur chinois, 21 Vianet, donc pour des raisons d'opération en Chine, effectivement, c'est comme ça que ça doit se faire, donc c'est comme ça qu'on a fait. Donc vous connaissez peut-être tous ce principe là où on a effectivement les différents modèles d'hébergement qu'on peut avoir quand on parle de cloud, ou pas de cloud d'ailleurs, enfin c'est du cloud public ou privé, ou du cloud hybride. Donc sur la gauche vous avez un hébergement classique, donc à demeure avec, où là vous avez en jaune celui qui s'occupe de l'application, qui est responsable de tout jusqu'au réseau, l'OS, etc. Dans l'infrastructure as a service, vous avez plutôt le fournisseur de cloud en bleu qui s'occupe de tout jusqu'à la partie virtualisation, et puis ensuite l'application elle qui s'occupe de tout ce qui est à partir de l'OS, donc patch de l'OS, middleware, runtime, etc. Et dans du platform as a service, on va plutôt se concentrer sur le code et sur la donnée, application et données. Et puis après, il y a un autre mode qui est le software as a service dont on parle, mais qui est plus qu'un modèle d'hébergement, qui est plutôt un modèle économique, dans le sens où effectivement on va vendre par exemple tant d'utilisateurs, alors qu'en fait on consomme, donc le fournisseur de SaaS va vendre une licence par utilisateur par exemple, alors que lui va consommer soit du IaaS, soit du PaaS, soit de l'hébergement classique. Donc dans Azure, en fait, alors ça c'est une slide qui date de la build, c'est-à-dire d'il y a 2 semaines à peu près, la conférence des développeurs de Microsoft et à San Francisco. Et donc ici, en fait, l'idée c'est d'avoir alors ce qu'on avait jusque-là, c'était effectivement cette partie-là, donc Web Apps, complètement à droite, et puis complètement à gauche également les machines virtuelles, et puis un autre mode de déploiement également passe. Et donc là l'idée c'est d'avoir un peu plus un continuum entre tout ça, donc qui va des VM sur votre gauche, donc vraiment de la machine virtuelle telle qu'on peut l'imaginer, et puis là-dessus donc on va avoir des VM Linux ou Windows.
Et puis, on va pouvoir les faire, les dupliquer, les faire monter en charge, les arrêter, les démarrer, etc. Faire de l'infrastructure as code, etc. Ensuite, on a les VM extensions qui permettent d'aller injecter un comportement à l'intérieur de la VM. Donc ça peut être un antivirus, mais ça peut être aussi tout bêtement le fait de dire j'installe cette extension, quand je crée ma VM, j'installe cette extension et cette extension elle va exécuter un script quand je crée ma VM. Ensuite, on a Azure Batch qui est issu en fait du High Performance Computing, donc HPC. Donc c'est un service en fait qui permet d'exécuter du code sur plein de machines dans un mode un peu plus PaaS. Et puis Service Fabric sur lequel je reviendrai vers la fin de la présentation, qui est un modèle, un framework de développement d'applications. Qui va s'appuyer sur, qui va faire en sorte que l'application puisse se concentrer sur les objets qu'elle veut manipuler et les données qu'elle veut manipuler, et que le service fabrique lui s'occupe de rebondir d'une machine à une autre parce qu'elle tombe, elle redémarre, etc. Enfin, comme on va avoir un cloud, on va avoir effectivement tout un tas de mouvements en fait possibles. Et puis enfin, Web Apps et App Service, donc qui est le modèle le plus PaaS, enfin qui se concentre vraiment le plus sur le code et qui est plus facile à mettre en œuvre que du service fabrique. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre cette slide-là. Donc qui correspond en fait à la nouvelle stratégie de notre CEO arrivé en tant que CEO depuis un an et quelques, mais qui était à Microsoft depuis des années. Satya Nadella. Où l'idée c'est effectivement de pouvoir utiliser le plus possible ce qui existe quand ça existe déjà, pas réinventer la roue, et effectivement être beaucoup plus au sein de ce que vous utilisez déjà, de ce que tout le monde utilise déjà. Ça correspond aussi à un passage d'une position de leader à une position de challenger, forcément. Donc du coup, on a aussi un changement d'attitude qui là est vraiment très, très large. Vous pouvez voir peut-être à l'occasion de quelques débats. Et donc, par exemple, sur Azure, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver, qu'on peut déployer, qu'on peut, donc, je sais pas, si vous voulez, par exemple, là, il y a de l'Android parce que dans Mobile Services, donc, il y a un back-end en PaaS, en plateforme de service pour des applications mobiles, eh bien, c'est fait pour faire fonctionner, on a quand même rajouté Windows Phone, mais c'est fait pour faire fonctionner aussi de l'iOS et d'Android. Et puis après, dans les modèles de management, donc du Chef, du Puppet, des choses comme ça. Vous allez retrouver aussi Oracle avec pas mal de... il y a des images de machines virtuelles Linux qui contiennent déjà la JVM d'Oracle. Sinon, vous avez aussi la possibilité de louer Oracle Database sur des VM Azure, etc. Donc il y a différentes sortes tout un tas de choses autres que du pure .NET. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire sur Azure? Donc il y a tout un tas de familles de services dans Azure. Donc si vous allez sur azure.com, en fait, vous pouvez les voir et voir ça dans Features. Donc le but, c'est pas que je vous fasse une liste à l'après-vert en vous les montrant toutes dans le détail, mais plutôt de vous montrer un peu les grandes familles qu'il y a. Donc il y a tout ce qui est compute, donc c'est là on va retrouver les machines virtuelles, également du remote desktop, voilà. Ensuite web et mobile, donc là où on va pouvoir déployer des applications web dans des plateformes as a service, des proxys pour la gestion d'API, mobile engagement pour suivre des applications mobiles. Sur tout ce qui est stockage et data, on va avoir évidemment le stockage qui est le stockage d'Azure, en fait, où on va avoir le système de fichiers qui est utilisé un peu par tous les autres services. On va avoir de l'Azure Search, du DocumentDB qui est une base de données JSON en tant que service, du SQL Database qui est une base de données relationnelle en tant que service, etc. Ensuite, sur la partie plutôt analytics, donc ça on reviendra un peu plus dans le détail de tout ça, mais on a des choses comme du Hadoop en tant que service, du machine learning.
On retrouve certains de ces services ici, dans une problématique plus Internet des objets, ou objets connectés, pour le dire en français vraiment. Ensuite, la partie réseau, donc on va avoir des choses comme évidemment un virtual network pour relier les différentes machines virtuelles entre elles, mais également ExpressRoute qui permet d'accéder à Azure sans passer par Internet, avec des systèmes de réseau à la MPLS ou des choses comme ça, donc qui pour les grandes entreprises peut avoir un intérêt, ou du VPN classique. On a également la possibilité d'encoder ou de streamer des vidéos avec Media Services. Après des mécanismes d'intégration avec ce qu'on a à demeure, et puis également avec des partenaires, des trading partners en fait, donc avec Bespoke Services, et puis le service bus, donc on va retrouver des queues et des topics par exemple qui vont être accessibles sur Internet et permettre de faire un échange. On a également Azure Active Directory, donc la projection de Windows Active Directory dans le cloud. Donc on peut avoir une synchronisation entre les deux, et c'est, enfin, vous avez peut-être déjà utilisé si vous avez utilisé Office 365, puisqu'en fait c'est ce même directory, ce même annuaire qui est utilisé. Et puis après on a aussi également Visual Studio Online, donc qui est un gestionnaire de code, donc avec deux moteurs, soit TFS qui est notre moteur historique sur Team Foundation Services, et puis également un moteur Git. Donc par exemple là, le code des démos que j'ai pu faire, je l'ai mis dans Git et c'est dans un Visual Studio Online. Et puis il y a également le fait de pouvoir instrumenter les applications avec Visual Studio Application Insight qui est disponible. Donc voilà en gros pour dire rapidement en fait, après les outils d'automation également, pour dire en gros comment est-ce que les choses se présentent. Alors, comment est-ce que j'interagis avec Azure ensuite? Eh bien, il y a plusieurs modèles. Il y a le portail qui est actuellement en production, qui s'appelle manage.windowsazure.com. Donc là, c'est la création d'une VM, enfin la liste d'images de VM, et puis je vais pouvoir créer une nouvelle VM. Donc là, je vois par exemple une VM Windows Server Windows Center. Ça, c'est la même chose dans un autre portail qui est en preview actuellement, mais qui commence à avoir de plus en plus de services, donc on devrait basculer dans pas très longtemps, je pense, qui s'appelle portal.azure.com. Et ce que je vous montrerai tout à l'heure sera plutôt comme dans celui-ci. Après, vous avez un outil en ligne de commande qui s'appelle Azure, ou qu'on appelle aussi XPlat CLI. XPlat voulant dire cross-platform et CLI Command Line Interface. Et donc cet outil, en fait, il est écrit en Node.js, mais côté client. Je ne savais même pas que ça existait, mais bon, ça va. Et donc, du coup, on peut l'utiliser sur Windows, sur Mac, sur Linux. Donc là, c'est par exemple sur Windows, mais vous pouvez l'utiliser aussi. En gros, c'est un NPM que vous installez. Et voilà. Et puis enfin, vous pouvez interagir aussi avec PowerShell, donc le langage de scripting de Windows. Donc là, avec son IDE intégré qui s'appelle PowerShell ISE. Donc là, vous pouvez aussi interagir avec Azure de cette façon-là. Et enfin, avec les SDK, donc il y a des différents SDK dans différents langages, dont en Java évidemment. De façon à pouvoir interagir, donc soit pouvoir par exemple créer des VM ou pouvoir faire du management, mais également accéder au stockage, obtenir un stream à partir du stockage, etc. ou écrire dedans. Voilà. Donc un point sur la partie complètement à droite du plateforme as a service avec App Service. Donc App Service en fait est composé de 4 briques qui sont là. Donc on a la partie la plus simple à comprendre, c'est Web Apps, puisque en fait c'est là où on va pouvoir déployer une application web. Donc par défaut, souvent c'est sur on peut le voir comme une ferme IIS, donc Internet Information Services, qui est le serveur web et serveur d'application sur la plateforme Windows. Et donc sur cette IIS, on va pouvoir déployer du PHP, du Node.js, du .NET, du Python, etc.
Et puis il y a également la possibilité de déployer du Java, je vais vous montrer ça après. Dans ce cas, ça ne passe pas par IIS, on peut mettre du Tomcat ou du JIT. Ensuite, il y a Mobile Apps qui lui permet de faire un back-end d'une application mobile. Donc c'est un peu une spécialisation de Web Apps, mais plus orientée sur la création d'API REST qui vont pouvoir interagir avec le mobile, le fait de pouvoir également envoyer des push notifications, d'avoir une authentification avec des réseaux sociaux, etc. Donc en gros, c'est spécialisé pour faire en sorte que ce soit assez simple pour un développeur qui est plutôt développeur mobile pour pouvoir développer son back-end relativement facilement. Et il y a deux langages de développement côté serveur. Alors déjà, le premier mode, c'est juste de faire du CRUD, create, read, update, delete sur une base. Mais si on veut intervenir, par exemple en disant j'ai le droit d'écrire ou j'ai le droit de lire que s'il se passe quelque chose, etc., donc j'ai besoin d'avoir du code côté serveur. Et ce code côté serveur, ça peut être du .NET, mais ça peut être également, et c'était d'abord le premier langage qui a été utilisé, du Node.js. De façon à ce que les développeurs mobiles puissent s'y retrouver, puisqu'ils connaissent a priori plutôt JavaScript que C# pour faire leur backend. Ensuite, on a API Apps qui est un moyen d'exposer des API REST et de faire en sorte qu'on puisse faire une composition de ces API entre elles avec Logic Apps, et c'est ce que je vous montrerai vers la fin de ça. Donc Logic Apps, c'est une sorte de workflow un peu simple. Alors, application JSP dans Web App. Donc là, pour l'instant, je vais montrer un peu de code relativement simple. Donc, première chose, en fait, donc ça c'est le portail donc, qui est en preview. C'est pour ça qu'on a marqué. Et donc, ici, vous allez pouvoir créer, donc là on fait new ici, et puis on va pouvoir créer, par exemple, une web app. Donc là on dit voilà, je veux une web app, on lui donne un nom, si c'est pas pris, donc là c'est déjà pris, donc un nom, donc là ça va être disponible. Ensuite on va dire en gros à quel endroit on veut le mettre. Donc là ça va être en Nord-Europe vu que j'ai choisi de le mettre dans un service plan qui existe déjà, enfin peu importe. Et donc je vais créer ma web app. Donc là j'en ai déjà créé une ici. Dedans, en fait, je vais pouvoir aller ajouter directement du code, donc je ne m'occupe pas trop des VM qu'il peut y avoir dessous, etc. Alors il y a des mécanismes d'auto-scaling, etc. Une des choses qu'il y a à régler, c'est quand même de dire quel est le langage qu'on veut utiliser. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on dit qu'on veut utiliser du Java. Donc en fait, soit on utilise du Java, soit on utilise tout le reste. Et si on utilise tout le reste, on peut mixer, on peut avoir du code Python qui est mixé avec du code PHP ou du code .NET. Si on est en Java, on est en pur Java sur du Tomcat, soit du JIT. Donc là, je suis sur du Java en A7 avec un Tomcat 7. Et puis ensuite, je vais pouvoir déployer des choses. Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire dans Web Apps, c'est un web job, donc j'en reparlerai peut-être un tout petit peu après, et ça permet de faire des batchs. Donc par exemple, vous pouvez très bien avoir un run.sh qui fait appel à un jar. Vous mettez tout ça, donc le jar avec le .sh et le jar, vous mettez ça dans un zip, et vous uploadez ça ici. Et vous dites que ça s'exécute soit de façon continue, soit à la demande, et puis après vous pouvez avoir un scheduler qui va vous dire quand est-ce que, ou vous pouvez dire, régler avec un scheduler en disant quand est-ce que ça doit s'exécuter, et ça permet d'exécuter aussi du code autre que web pour faire des batchs. Très bien, je reviens ici. Ensuite, j'ai ici dans mon application, j'ai une extension qui est là. Et donc là, j'ai installé Visual Studio Online dans cette web app. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est d'aller regarder le code directement. Donc là, c'est une sorte d'application back-end
Donc je sais pas, l'application web, elle s'appelle sampleJSP.azurewebsites.net. Alors je peux la mapper sur un domaine custom, évidemment. Et là, j'ai un SCM que j'insère dans l'URL. Donc comme, je ne sais pas si c'est source control management, enfin bon, peu importe. Donc SCM que je mets ici. Et du coup, je peux accéder en fait à un back-end. Donc par exemple, alors là c'est dev, on y reviendra. Mais si je vais juste à scm.azurewebsites.net, du coup je me retrouve sur un site web qui est le back-end en fait de tout ça. Et puis je peux aller dans une debug console, ici, où je peux aller taper, donc je sais pas si je vais dans programme, je vais remonter, la racine. Voilà, donc là je me déplace ici et puis je vais pouvoir aller à différents endroits. Donc si je regarde en fait ce que j'ai dans alors, des programmes Java, en fait là j'ai différents JDK qui sont installés, donc en 64 bits et puis en 32 bits également. Donc je vais avoir les différents JDK disponibles ici. Même si dans la configuration, je vois que du JDK 1.7, parce qu'il y a des configurations par défaut qui sont faites, mais il se trouve que sur les VM qui sont dessous, je pourrais éventuellement aller pointer sur autre chose. Enfin, il y a des blog posts qui expliquent comment le faire, mais c'est moins simple que dans le portail où on dit je veux du 1.7 avec du Tomcat, là c'est plutôt configuré comme on veut. Donc je retourne à mon environnement de dev, enfin de dev en tout cas, c'est plutôt, dans la vraie vie ce serait plutôt pour aller soit faire un patch sur une version de pré-prod et puis une fois qu'on voit que ça marche et qu'on est, parce qu'il y a un bug urgent à corriger et qu'on est chez soi et qu'on est juste avec une tablette, éventuellement on pourrait aller modifier un truc comme ça, mais bon. Ou en dev, du coup on peut faire ça directement. Donc là j'ai du code Java donc avec exemple de JSP. Donc je me suis amusé à faire juste un Hello World, mais avec l'héritage, etc., histoire de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Et donc je peux aller exécuter ça. Donc ça affiche bien Hello World, donc on est conforme. Donc c'est nickel. Et puis évidemment, je peux aller modifier le code ici, par exemple mettre 3 points d'exclamation au lieu de 2, et puis voilà. Bon, donc là évidemment, comme c'est du JSP, c'est assez simple. Très bien, on reviendra un peu à ce type d'environnement un peu plus tard. Très bien. Toujours dans cette présentation de Azure un peu générique, on peut aussi utiliser Azure comme une extension du data center sans le voir forcément comme quelque chose qui doit être sur Internet. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de la possibilité d'avoir des réseaux spécifiques avec de l'express-route, et donc du coup on peut avoir des scénarios en fait où Azure est une extension du data center. Donc ce qui est différent par rapport à un hébergeur classique, c'est que il y a des modèles de VM qui sont spécifiques, que vous ne pouvez pas voir le rack sur lequel ça s'exécute, ni rien, mais qu'il y a un modèle imposé en termes de modèle et de type de choses que vous pouvez héberger. Mais en revanche, il ne faut pas voir ça simplement comme l'hébergement de site web sur Internet. Donc ça c'est un scénario avec du disaster recovery. Enfin, dernier point que je voulais voir dans cette partie-là, c'était vous montrer la calculatrice, donc qui est pour savoir combien ça coûte. Donc, si vous allez toujours dans azure.com, vous allez dans Pricing. Donc là, vous avez tout le détail en fait sur tous les services, combien ça coûte, ça explique le modèle de pricing, etc. Et puis vous avez Pricing Calculator ici. Alors on peut être en dollars ou en euros. En général, moi, vous voyez là, vous pouvez changer ici. En général, je me mets en dollars parce que les chiffres sont plus ronds. Quand il y a un tarif qui est à 9,99 en dollars, en euros, ça ne veut plus rien dire. Mais, bon. Mais toujours est-il que quand on paye, c'est toujours bien de pouvoir payer en euros. Donc là, si je vais par exemple dans des machines virtuelles, je veux savoir combien ça coûte. Donc il y a une calculatrice un peu classique comme ça, et puis on est en train de l'améliorer avec une version où là, on peut effectivement rentrer un peu plus dans le détail en disant en fait mon architecture c'est j'ai une ferme web qui est composée de
tel type de machine. Elle va tourner 744 heures, donc à peu près 24 heures sur 24 pendant le mois, où je vais avoir 2 VM, donc du coup ma web farm va me coûter tant. Et puis là je vais avoir plutôt des machines de type, je sais pas, D3. Voilà. Et puis je vais avoir de la bande passante sortante qui va sortir d'Europe, un peu d'Asie, un peu du Brésil, etc. Et en fonction de ça, on va avoir effectivement un montant. On peut ajouter d'autres composants comme ça, comme une autre ferme web, etc. Donc voilà une façon simple de calculer le prix. Après, effectivement, il faut rentrer un peu plus dans le détail, voir quels sont les services qu'on va utiliser. Évidemment, ce qui est fondamental, c'est de connaître son architecture avant. Effectivement, il faut savoir comment on va déployer les choses. Très bien. Donc, au niveau Azure et Java, alors au début j'avais prévu de vous parler un peu plus dans le détail de ce blog post qui donne un peu tous les points de jonction qu'on peut avoir entre Azure et Java. Donc qui parle des outils de développement, des outils qu'on peut avoir dans Eclipse, du SDK, de l'intégration avec Jenkins, Hudson, etc. Et je me suis dit que autant lire le blog et que c'était pas vraiment le sujet, enfin, en tout cas dans la description que j'avais donnée, c'était pas vraiment ça et qu'on risquait de passer trop de temps sur cette partie-là. Donc je vous montre juste le fait que par exemple on puisse déployer une VM Jenkins dans Azure. Donc là c'est pas en place en SRS, c'est une VM. Et ça peut se faire depuis VM Depot. VM Depot étant un site communautaire dans lequel vous pouvez aller uploader en fait votre propre VM. Alors c'est que du Linux, mais vous pouvez aller uploader votre propre VM Linux dans laquelle vous avez déjà personnalisé et installé des choses. Et donc entre autres, par exemple, on trouve un déploiement de Jenkins. Quand vous avez votre déploiement Jenkins, ensuite vous allez dire, il va vous dire en fait quelle est la ligne de commande à exécuter pour pouvoir déployer votre serveur Jenkins. Donc là, c'est ce que j'ai fait. VM create Jenkins, etc. Donc avec les différents paramètres. Donc là avec une clé SSH. Et puis un PM que j'ai créé avant, bon, et puis il me dit voilà, la VM a été créée, puis j'ajoute un endpoint et voilà. Une fois que j'ai ça, en fait, il me fait ici, donc je suis vachement content. Et j'ai effectivement mon serveur Jenkins ici. Et dedans, par défaut, il y a 2 plugins, donc ça c'est dans les plugins installés. Il y a 2 plugins qui sont un plugin Windows Azure Storage plugin qui permet d'aller dans les étapes Jenkins, en fait, soit aller récupérer des données dans le blob, donc les blobs en fait c'est le système de fichiers d'Azure, soit aller récupérer des données à un moment du workflow, soit également aller déployer les binaires par exemple, ou les jars qui ont été générés, les mettre dans le blob storage de façon à ce que ensuite on puisse les récupérer par exemple. Et puis il y a également là le Windows Slave plugin, donc qui permet d'aller déployer des machines Windows. Et il y a aussi, il n'est pas installé ici bizarrement, mais il est disponible en revanche dans les available. Il y a un slave Azure aussi pour pouvoir aller déployer effectivement des VM Azure. Et ces 2 plugins-là, Azure Slave et Azure Storage, vous les retrouvez en faisant ça comme recherche par exemple. J'utilisais ce moteur-là de recherche, mais je l'utiliserai peut-être à d'autres. Donc voilà. Donc voilà pour la partie plutôt Azure d'une façon générale. Donc maintenant je vous propose de passer plutôt sur la partie effectivement Big Data et Machine Learning, en commençant par un petit peu de théorie. D'abord sur la partie Machine Learning, j'aime bien commencer par cette partie-là, Machine Learning, parce qu'en fait, alors déjà, parmi vous, qui est-ce qui s'y connaît bien en Big Data ou en Machine Learning? C'est pas la majorité, c'est ce que j'avais supposé a priori, donc très bien. Donc l'idée c'est de dire que, en commençant par le machine learning, de dire en fait qu'est-ce que je vais faire de mes données.
Et c'est là où on a les use cases en fait, les plus intéressants, souvent c'est sur la partie machine learning. Donc là il y a quelques use cases qui sont écrits. Par exemple, alors je ne vais pas tous vous les passer, hein, mais le churn analysis, c'est le fait de savoir quand est-ce que soit les clients, soit les employés vont partir. Donc pour les employés de l'entreprise et pour les clients de ce qu'on vend. Donc en étant capable de prédire à peu près, parce qu'on sait que dans le passé, des clients sont partis après tel type d'action, du coup on peut dire que ceux qui ont les mêmes types d'actions vont sans doute partir aussi. Du coup on peut envoyer une promo ou faire quelque chose qui va faire effectivement qu'ils ne s'en vont pas. Ou retarder leur départ, voilà. Historiquement, c'est quelque chose que HP a fait beaucoup pour ses employés. Et donc, j'avais lu dans un livre en fait une anecdote là-dessus où en fait ils se sont arrêtés à un moment où ils s'étaient posé la question de savoir s'ils étaient quasiment techniquement capables de prédire la mort des employés, qui était une façon de partir. Et donc là, ils ont dit on continue, on s'arrête, et ils se sont arrêtés. Donc, parce qu'effectivement, c'est une forme de charme. Mais, après, les moteurs de recommandation, donc effectivement c'est un autre cas d'utilisation du machine learning assez classique. Après, equipment monitoring dans le domaine du manufacturing, c'est effectivement le fait d'être capable de prévoir des pannes, parce qu'on sait que, comme on est capable statistiquement de calculer des mean time between failure par exemple, du coup on est capable aussi de dire quand est-ce que tel équipement risque de tomber en panne. Donc soit bêtement avec un mean time between failure, mais ça peut être des choses beaucoup plus complexes, où on va mesurer des températures, enfin tout un tas de choses, et qu'en fonction de ça, on va être capable de prédire. Détection de fraude ou détection d'anomalies d'une façon générale. Historiquement, un des premiers algorithmes de machine learning qui a été très utilisé, c'est la gestion du spam, enfin détection du spam, puisqu'effectivement c'est un algorithme de classification. Donc un certain nombre de choses. Après, le machine learning, en fait, c'est beaucoup de stats, de maths, etc., d'algèbre, et donc ça consomme des matrices. Ces matrices, en fait, en général, c'est pas ce qu'on a. En général, ce qu'on a, nous, c'est plutôt des données réelles, donc avec des images, et là, on dit, bon, très bien, j'ai une image, et est-ce qu'il y a un chat dedans? Donc en fait, il faut passer par un moteur de transformation, et donc c'est là où une partie de la discipline Big Data peut intervenir aussi, soit pour stocker effectivement toutes ces images-là, par exemple, mais également pour pouvoir transformer la donnée de façon à en faire des matrices mathématiques. Donc là, par exemple, on peut imaginer des matrices avec comme dimension rouge vers bleu plus les coordonnées du pixel, etc. Et donc ça va faire une belle matrice que le machine learning va pouvoir consommer. Autre aspect, Big Data versus BI, qui sont deux approches complémentaires. Donc ça c'est l'approche plutôt BI, donc Business Intelligence, où en gros on va avoir par exemple sur votre gauche un site web, et ce site web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire des logs et produire aussi de la donnée, des commandes, etc. Et d'autre côté, on a un data warehouse qui a été conçu pendant 6 mois et tout, il est mis en prod et tout. Et un utilisateur du data warehouse, il arrive ici, il dit je veux le chiffre d'affaires par région, par client, par machin, par bidule, enfin toutes les dimensions qu'on veut, et tac, dans la demi-seconde, il a la réponse. Et le data warehouse, c'est bien, il y a des cases, tout, c'est nickel, on rentre les données dedans et c'est bon. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que les données qui ne rentrent pas dans les cases du data warehouse, ce qu'on fait, c'est qu'on les jette. Et aujourd'hui, en fait, on pourra les garder, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Enfin, je veux dire, le stockage est très peu cher. Je ne sais plus quels sont les ordres de grandeur, mais en gros, c'est les 20 Tera d'aujourd'hui, ça doit être 10 mégas des années 80, quoi, en termes de prix. Et encore, c'est peut-être même pas sur le même ordre de grandeur de prix. Donc les logs, en fait, on peut les garder, et on peut les garder sur du stockage pas cher. Donc ce stockage pas cher, ça peut être soit du stockage de cloud, et c'est la meilleure solution, c'est celle que je vends. Mais non, autrement, et à demeure, effectivement, on va pouvoir l'idée originale de nous,
pour parler d'Hadoop, c'est de dire, tiens, j'ai 30 machines que j'allais jeter elles aussi, du coup je vais les garder, je vais leur mettre des bouts de réseau entre elles, etc. Et je les rack ensemble, et en gros j'ai un soft qui est capable de faire en sorte que ces 30 machines que j'allais béner fassent un file system distribué et hautement disponible, même si j'ai une machine qui tombe par jour ou un disque qui tombe par jour dedans, etc. Donc ça c'est HDFS, Hadoop Distributed File System. Et donc effectivement, du coup j'ai un stockage encore moins cher. Et donc donc ça c'est la première partie, stockage. Et la deuxième partie, c'est le fait de dire, très bien, maintenant je vais faire des requêtes dessus, sauf que ma donnée, c'est un des principes, c'est que je garde tout. Donc ça veut dire que, évidemment, tout type de données doit pouvoir rentrer. Donc en fait, le principe, c'est de dire, je vais garder de la donnée sans schéma. Enfin, éventuellement, je peux avoir comme schéma le fait que j'ai des logs web, que potentiellement, je peux rajouter dans le schéma le fait que j'ai zip. Donc bon, enfin, c'est assez light quoi, comme type de schéma. Et puis après, je vais faire des requêtes là-dessus. Donc imaginons qu'on ait des logs web et puis on veut faire une requête. Donc là, on va faire une requête ad hoc, on ne prépare pas la requête et on balance la requête directement sur la masse fichier. Et il y a les différents serveurs, les 30 serveurs, là, mon rack de 30 machines achetées, chacun va aller faire une partie du travail sur les données qu'il a localement. Et ça va exécuter la requête. Donc par exemple, on veut, je sais pas moi, compter le nombre de sessions par heure. Donc on va aller faire ce genre de truc. Et puis on va avoir une réponse, mais au lieu d'avoir la réponse dans la demi-seconde, on l'aura peut-être dans la demi-heure. Enfin, si, je sais pas si des 30 machines c'est des roulettes. Et du coup, mais ça permet quand même d'aller faire une requête sur tout un stock de données qui peut correspondre aux 3 dernières années de tout. En fait, et puis dedans, je vais avoir tout gardé, puis dedans je vais dire ce qui m'intéresse, c'est que tel type de requête, et donc je vais filtrer, etc. Bon. Et potentiellement, cette requête va me faire découvrir des choses qui vont me faire évoluer mon data warehouse, ou éventuellement qui vont alimenter le data warehouse. Ça peut être aussi une requête en disant, par exemple dans le data warehouse, j'ai rajouté un champ, et ce champ jusque-là je le jetais. Mais là, comme je l'ai gardé aussi par ailleurs dans la partie big data, je peux aller repeupler ce champ plutôt que de mettre une valeur par défaut. Donc ça peut être ce genre de choses. Donc c'est deux approches assez complémentaires, et souvent on parle dans le big data de données sans schéma. Alors moi je dirais plutôt que c'est une donnée, enfin que la différence fondamentale c'est que dans la BI le schéma il est connu au moment d'écriture, alors que dans le big data le schéma est connu au moment de la lecture. Donc au moment d'écriture en fait on ne fait qu'écrire de la donnée brute. Donc, autre version simplifiée de ce qu'est Hadoop, j'ai des données, donc par exemple plein de CSV, donc des schémas séparatifs d'Abuse. Je fais une requête ad hoc, donc cette requête ça peut être, on verra, ça peut être du script ou du Java, et je veux obtenir en sortie du CSV, et peut-être que là à gauche j'ai des centaines de fichiers ou des centaines de milliers de fichiers, et à droite ça va me générer peut-être 3-4 fichiers qui sont que des cumuls de tout ça, ou une quinzaine de fichiers qui vont être des cumuls de tout ça. Et la promesse d'Hadoop, c'est que le temps de traitement est proportionnel au nombre de machines dans le cluster et la capacité de stockage également. Donc j'en rajoute, il suffit que je rajoute, j'ai 5 machines de plus à béner, hop, je la rajoute sur mon rack, donc ça me fait un rack de 33 serveurs, parce qu'il y en a 2 qui sont tombés complètement en panne, pardon, depuis, mais donc j'ai mon cluster qui augmente un peu, donc du coup je peux stocker un peu plus. Exemple de code, là j'ai un log web qui est en route, et en fait ce que je veux faire c'est juste une projection de l'heure que j'ai là, et de l'URL que j'ai ici. Et bien ça c'est un script, bon peu importe, ça s'appelle pig, et c'est un script, donc en fait on va dire A, donc ça représente, évidemment ça ne va pas en mémoire, hein, c'est pas une variable qui va en mémoire, ça représente juste, mais ça représente ça en fait, c'est une façon de décrire le workflow. A ça représente ce que je lis en haut, et sont des valeurs séparées par un espace. Et pour chaque enregistrement dans A, j'extrais la deuxième colonne, donc $1, parce qu'on est des informaticiens quand même, la deuxième colonne on l'appelle $1, et la septième, $6. La première j'appelle time, la dernière j'appelle URL, le reste je m'en fiche.
Et je fais un order by it time appending et je stocke ça dans le répertoire en dessous. Et donc là, on va avoir des fichiers avec que ces deux colonnes. Donc ça, c'est du pig. Et ce que permet de faire Hadoop, c'est ça. On peut avoir des tonnes de fichiers en haut. Ça vous donnera des tonnes de fichiers plus petits en bas. Alors, ensuite, on arrive au fameux Hadoop map reduce. Donc, avec MapReduce qui est en 3 phases, dont map et reduce. Donc, la première phase map, en gros, ça consiste à dire que mes 33 machines de mon rack ballon vont aller chacune extraire de la donnée telle que je la décris, en fait, des clés et des valeurs. Donc, je vais obtenir des map. Donc, je vais avoir des clés et des valeurs. Et éventuellement, alors on verra plus dans un exemple après, mais on fait des clés et des valeurs. Et puis ensuite, il y a la phase qui n'est pas décrite ici, qui est le shuffle, où on va trier les clés ensemble et les envoyer à la partie reduce, qui elle va faire des accumulations. Et donc, ça va permettre, reduce, effectivement, de cumuler les choses pour obtenir. Donc, si vous voulez faire un chiffre d'affaires, par exemple, dans la partie map, pour chaque record que vous allez recevoir, vous allez chercher l'endroit où est le chiffre de la vente et vous allez dire clé tel client, si on veut le faire par client, par exemple, ou telle région. Donc on va aller chercher la région et le montant vendu. Donc clé, région, valeur, montant vendu. Ensuite, les régions vont être triées par Hadoop lui-même, et en Reduce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir toutes les clés avec la même région, donc on va accumuler tout ça, et on va obtenir région, et juste la somme de toutes les valeurs. Et donc du coup, on va avoir cette deuxième phase. Et ce modèle de programmation MapReduce, issu d'un papier de Google, est un modèle qui se présente comme quelque chose de très générique, et qui permet de résoudre des tonnes de problèmes différents. Alors après, comment ça marche dans Hadoop? En fait, on va avoir donc les fichiers, on les envoie dans HDFS, donc Hadoop Distributed File System, et puis ça va les mettre ça dans les différents serveurs de mon cluster. Je peux en rajouter parce que j'ai rajouté des serveurs, donc du coup j'ai plus de place, etc. Il y a aussi un mécanisme évidemment de redondance, où on va dire par défaut que j'ai une redondance de 3, donc chaque fichier, enfin chaque bloc de fichiers va être sur 3 serveurs différents, de façon à ce que le troisième puisse tomber en panne tranquillement sans se faire engueuler par les autres. Ensuite, on va avoir un algorithme de type MapReduce, et l'idée, c'est de dire que plutôt que de déplacer les données vers l'endroit où on va les traiter, on va faire l'inverse, on va prendre le code et on va les mettre sur les différents serveurs parce que ça fait moins d'IO, vu que le code est en général plus petit que les données. Donc on va aller le déplacer sur tous les serveurs et on va distribuer par exemple le jar et chaque serveur va pouvoir exécuter sa part du travail. Et on va obtenir un joli résultat, en général pas graphique du tout, mais bon voilà. Donc si on rentre un tout petit peu dans le détail, donc là c'est du pseudocode. Hein. En fait on va avoir, donc dans la première phase, là c'est un exemple qu'on va voir ensuite en Java. C'est le Hello World du Big Data. Qui l'a déjà vu pour le word count? C'est à peu près les mêmes tout à l'heure, sans pédagogie. C'est le Hello World. En fait, le problème, c'est on a du texte qui est réparti sur plein de serveurs et sur plein de fichiers, et on cherche à avoir le nombre d'occurrences de chaque mot. Donc la clé, ça va être les mots en fait, et puis ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les régions et le chiffre d'affaires, en fait là, ça va être les mots et le nombre d'occurrences du mot. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a une fonction map, et cette fonction map, comme elle va pointer sur le système de fichiers, en gros, ce qu'elle va recevoir comme clé-valeur, comme clé, elle va recevoir l'offset dans le fichier dans lequel elle est, autant dire qu'on en a rien à foutre de la clé. Donc, et ensuite, la valeur, elle va recevoir le contenu de la ligne. Donc là, du coup, c'est plus intéressant.
À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un split pour de la ligne en mots. Donc on le split en fonction de ce qu'on veut. Là, c'était un code que j'avais fait avec des accents. Mais dans les exemples traditionnels, c'est plutôt en anglais. Et puis, pour chaque mot qu'on a trouvé, on va dire, donc chaque mot ici, là, si le mot n'est pas vide, on va dire, j'écris en sortie de ma fonction map, comme clé le mot, et comme valeur 1, puisque je l'ai trouvé une fois. Ensuite, on va avoir une fonction reduce qui obtient tout, par exemple, si il y a le petit champ, on va avoir ici le 1, le 1, le 1, etc. Donc on va sortir le 4, puisqu'en fait on va faire le cumul de toute la même, enfin là on est appelé avec n fois avec la même clé, puis on va, avec toutes les valeurs ici. Et donc on va faire, dans notre collection de valeurs, on va faire l'accumulation et on va sortir en sortie la même clé, là, on pourrait changer de clé, hein, mais là c'est la même clé, et la somme qu'on a obtenue en faisant le cumul. Et donc la phase de, donc là c'est, sur la partie haute, c'est les 3 nœuds du cluster, et sur la partie basse, c'est les 3 mêmes nœuds du cluster. Mais d'un point de vue logique, en fait, on va avoir la phase de map qui s'exécute sur ces 3 serveurs-là, puis ensuite la phase de shuffle, donc avec le tri, qui va faire en sorte qu'on mette les bonnes clés au bon endroit. Donc par exemple, si j'ai trouvé des le ici, ici et ici, et je vais toutes les envoyer sur le nœud 1, de façon à ce que effectivement, le cumul puisse se faire que sur ce serveur-là. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un cumul distribué. En revanche, ce qui est intéressant dans le word count, c'est qu'on peut avoir un serveur qui compte tous les le, un serveur qui compte tous les petits et un serveur qui compte tous les chats. Et donc à la fin, on va obtenir potentiellement le petit et chat avec leur nom d'occurrence dans des fichiers différents, mais c'est pas gênant en fait. Et donc même la partie reduce peut être elle-même distribuée en fait. Elle est en général moins distribuée que la partie map, mais elle peut le faire. Donc voilà. Donc je vous propose de voir ça en Java, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que vous savez sans doute, c'est que la doc est développée en Java. Effectivement, il y a des exemples en Java de et puis après ça, on pourra faire la pause, je pense, parce que c'était un peu pas prévu, si je ne me trompe pas. Alors. Donc, première chose, ici, donc j'ai fait, alors je suis parti d'un blog post en fait qui me dit qu'on prend l'exemple dans Maven, etc. Honnêtement, j'ai pas réussi à le faire dans Eclipse, donc je vous montre dans le répertoire là. Donc ici, alors je vais l'ouvrir ici. Ça, c'est un outil qui permet de faire de l'édition de texte tout bête. C'est un truc qu'on a annoncé à la build là aussi et qui est disponible sur Mac et Linux aussi, enfin sur Windows aussi. Mais, donc si ça vous amuse de l'utiliser, c'est gratuit, c'est déjà aussi au code. Ça fait du Git. Donc là je vois, enfin là je suis pas sur Git, mais si pour moi, dessus. Vous pouvez explorer aussi votre répertoire, etc. On peut faire aussi un peu de débugage, enfin peut-être en Java. C'est surtout pour le débugage pour la partie JavaScript. Enfin peu importe, revenons sur notre word count. Donc le word count, il est ici. Donc en fait, on va avoir alors deux choses. La première chose qui est le fait d'avoir notre... vous voyez le code au fond ou pas? Ah oui, ça va, donc vous avez votre main ici, et en fait vous allez dire comment est configuré votre job. Donc votre job, déjà vous lui donnez un beau nom, word count, et ensuite vous allez dire, bon j'utilise différents éléments, et entre autres le map, ça va être dans cette classe-là. Ensuite on va dire où est le reduce. Le combiner en fait c'est une optimisation du job qui va permettre d'aller faire un pré-reduce sur le nœud où il y a eu le map. C'est-à-dire que si le même serveur a trouvé il va envoyer à travers le réseau le 10 plutôt que d'envoyer 5 fois le 1. Et chaque serveur va faire ça, et donc c'est une optimisation.
Donc on dit qu'en fait le combiner, en fait, c'est la même chose que le reducer en l'occurrence. Et puis quels sont les types d'éléments qu'on va pouvoir avoir en sortie, donc là du texte et des limites. Et voilà. Ensuite, la partie plutôt intéressante, c'est la partie map et reduce. Donc la partie map, en fait, on va l'avoir ici avec la méthode. Donc on hérite en fait de choses qui sont dans le framework Hadoop. Et ici, on va avoir le map, en fait, où on reçoit une clé et une valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tokeniser en fait notre ligne. Et tant qu'on trouve des mots, en fait, on écrit le mot et one, qui est effectivement le fait de l'avoir trouvé une fois. Et même chose pour la partie reducer, donc on va retrouver effectivement une clé et un iterable sur les values, un iterable de int, en fait, sur nos values, et on va pouvoir faire l'accumulation avec la somme et obtenir le résultat, écrire le résultat ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, ici, donc du coup je vais pouvoir, avec Maven, compiler, et je vais obtenir un jar ici, donc le warcount Java, 1.0 snapshot.jar. Ensuite, je vais aller déployer ça dans un cluster Hadoop. Donc ce cluster Hadoop, c'est un cluster HD Insight. Donc comment est-ce que je peux créer ça? Donc là, c'est l'occasion de vous montrer l'autre portail. Donc le portail qui est actuellement en production. Et donc là, je vais pouvoir créer un cluster Hadoop en tant que service HD Insight. Je passe sur l'environnement. Donc ça c'est les deux portails là sont des portails en HTML5, donc utilisables depuis à peu près tout device. Ils font quand même pas mal de choses côté client, donc sur un téléphone c'est un peu chaud. Mais bon, une tablette ça peut aller. Donc là je vais pouvoir aller dans Data Service, HD Insight, et puis je vais dire je veux créer un cluster Hadoop. Donc on peut faire un cluster soit Hadoop, soit HBase, soit Storm. On a même rajouté une nouveauté qui était de faire un cluster Hadoop sur Linux. Après, c'est un peu cassé à porter Hadoop sur Windows. Donc on a aussi la possibilité de faire du Hadoop en tant que service et sur des nœuds Linux. Là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous avez peut-être moins vu pour ceux qui connaissent Big Data, qui est du Hadoop sur Windows. Donc là, je vais dire, je veux un cluster Hadoop, vous donnez un nom de cluster, le nombre de nœuds que vous voulez avoir, l'abonnement, vous donnez un mot de passe, le type de stockage que vous voulez utiliser, et puis voilà. Le type de stockage qui est ici, là, en fait, c'est parce que, de la même façon, dans les distributions Hadoop, vous avez souvent les grands distributeurs d'Hadoop, ça va être Hortonworks, Cloudera, Mapr, puis évidemment, vous pouvez aller chercher ça dans les sources Apache si vous voulez. Et dans Mapr, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un file system qui est à eux, mais qui propose une interface HDFS. HDFS, c'est deux choses, c'est une interface et une implémentation. Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, c'est que, et d'autres fournisseurs de cloud font pareil, c'est qu'on a une interface HDFS au-dessus de notre compte de stockage, donc au-dessus du blob storage. En fait. Et donc, ce que ça permet, c'est d'accumuler de la donnée dans le compte de stockage sans avoir à payer les machines virtuelles qui composent le cluster Hadoop, puisqu'en fait, elles n'existent pas à ce moment-là. Donc, on accumule la donnée, et en revanche, quand on a des traitements à faire, du coup, on va créer un cluster HD Insight, on va aller requêter ce cluster, les données en fait dans le cluster HD Insight en ayant cette interface HDFS, je vais vous montrer un peu plus en détail, et voilà. Donc on fait ça et on obtient un cluster Hadoop. Donc là je suis connecté, une fois qu'il est créé, alors oui que je vous montre celui qui est utilisé. Donc c'est dans l'éléphant qui est là. Donc, historiquement l'éléphant c'était le doudou de peut-être de Nîmes, enfin de son fils.
Et donc ici, je vais pouvoir, alors j'ai une console pour pouvoir aller faire des requêtes, etc. Et surtout, ici, je vais pouvoir aller me connecter donc, en remote desktop sur Windows. Donc, remote desktop, comme c'est du Windows, du coup, on peut avoir l'interface graphique comme ça. C'est plutôt comme ça qu'on fait en Windows. Donc ici j'ai mon... alors, il est là, pardon. Donc il est sur Hadoop 15.05a, Azure HDFS Insight. Donc ça, je suis connecté en fait sur le head node, donc un des nœuds du cluster. Ici je peux voir par exemple les différents nœuds de mon cluster. Donc là j'ai les trois, là en l'occurrence je vais avoir mes trois serveurs qui sont utilisés par une application en particulier. Bon, bref. Donc maintenant, une fois que je suis là, ce que je vais pouvoir faire, c'est ouvrir donc, cette ligne de commande. Donc là, c'est du CMD classique dans Windows. Et puis, je vais pouvoir aller regarder des données. Donc, je peux faire un Hadoop fs-ls. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher les données dans HDFS en général. Et donc là, je vais pouvoir aller regarder, alors que je vais regarder notre sèche, data, donc là, c'est des jeux de données assez classiques en fait, et qui vont pointer en fait sur. Non, c'est pas là, on va regarder ce que c'est. Ça y est, ça exemple. Donc, exemple data Gutenberg. Donc là, j'ai trois petits fichiers avec le DaVinci, Ulysse et puis la 905. Donc, ce sont différents livres en fait qui sont visiblement dans le MPD. Et donc, ça va correspondre en fait à ce que j'ai. En fait, il pointe sur ce cluster. Quand je l'ai créé sur un compte de stockage. Donc ça, c'est un outil qui me permet de regarder ce que j'ai dans mon compte de stockage Azure. Et donc j'ai mon stockage que j'ai appelé mon stockage Azure. Ici, je vais pouvoir tomber par exemple sur mon cluster. Et ça, c'est le système HDFS par défaut du cluster. Par défaut, le cluster il pointe sur ça, plutôt que de pointer sur son propre HDFS qu'il a aussi. Alors, on peut aussi utiliser le HDFS du cluster si on veut. Et donc là, dedans, j'ai effectivement exemple, data et Gutenberg. Et là, je vais avoir effectivement mes trois fichiers, donc le DaVinci, Outline of Science et Ulysse.txt. Très bien, une fois que j'ai ça, alors j'ai aussi dans un répertoire ici, j'ai copié le jar, le même que celui de la machine virtuelle d'à côté. Donc là, il est gros parce qu'en fait, il a toutes ces dépendances qui sont dedans. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire Hadoop jar. Donc, je vais pouvoir lancer donc Hadoop jar. Ensuite, je vais dire où se trouve mon jar. Donc là, je mets des anti-slash parce que je suis sous Windows. Mais bon, vous aurez traduit. Donc voilà, là je donne mon jar. Ensuite, je lui donne l'endroit où se trouve, quelle est la classe dans laquelle j'ai la description de mon job. Donc là, c'est dans org apache hadoop exemple.word count. Et l'endroit où je vais chercher mes données. Donc exemple data. Donc là, c'est un chemin HDFS. Exemple data Gutenberg. Et puis l'endroit où je vais vouloir générer mon résultat, donc je vais pouvoir le mettre dans word count slash output, allez, output 10, je sais que je n'ai pas utilisé encore. Donc, voilà. Et là, ça me lance la fameuse requête de 2 heures, c'est-à-dire que c'est pas instantané, c'est du batch. En fait, il va aller déployer le jar sur les différents nœuds. Et puis exécuter son job comme ça, de façon à faire le lancement l'exécution de son job. Donc là, on voit qu'on a un job qui s'appelle machin 05, donc on peut suivre ici. Hop, application. J'ai un job 005, alors voilà, je vais remettre. Voilà. Donc là, je peux aller dans l'application master et voir un peu comment est-ce que ça déroule. Donc là, j'ai
j'ai 3 maps, parce qu'en fait, comme il a vu qu'il y avait 3 fichiers, c'est nickel de pouvoir faire 3 maps. Et un seul reduce, à la limite, il pourrait potentiellement avoir 3 reduce. Là, en l'occurrence, il décide que, vu la capacité du cluster, etc., c'est plus optimal de le faire comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir suivre mon job. Donc voilà, donc là j'ai il me donne un peu le nombre de records qui ont été faits, etc. Donc je vais voir les différents éléments. Et donc je vais pouvoir voir le résultat. Donc soit Hadoop fs hop, moins ls de slash je regarde avec l'endroit où il m'a fait. Donc word count output 10, donc j'ai mon part R de 0. Donc word count output 10 slash part R moins ls. On va voir ça. Et donc part R 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je vais pouvoir faire un bit-fs moins de mémoire, on peut faire moins tail par exemple. Donc pour avoir la fin du fichier et voir comme c'est passionnant. Donc là, trouver des mots, alors évidemment, comme c'est un peu rudimentaire, il doit séparer juste par des espaces, des choses comme ça. Donc du coup, il trouve des trucs avec des accolades actives, enfin, c'est un peu le bruit de fond, quoi. Mais voilà. Donc on peut faire un peu la même chose donc il y a un peu le successeur de Hadoop, enfin en tout cas un concurrent sérieux de Hadoop qui s'appelle Spark. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai créé Cluster HD Insight, je lui ai rajouté un script à la fin en lui disant bah, installe aussi Spark, tant qu'à faire. Et donc du coup, on peut lui faire exécuter du Spark. Alors si je vous prends dans mes anti-sèches le code Spark pour faire le word count, ça correspond à ça. Donc ici, je vais donner le chemin de mon fichier. Ici, donc je vais avoir le chemin de mon fichier. Ensuite, je vais lui dire, alors map, donc c'est aussi du MapReduce, hein, mais là, en l'occurrence, il reste vraiment en mémoire, etc. Pour chaque line, tu fais un split via l'espace. Ensuite, pour chaque word que tu as trouvé, enfin pour chaque paramètre, en fait, le résultat du split, parce que c'est du lineage, en fait, continu, quoi. Donc pour chaque, c'est leur expression, tu émets word et 1, et tu fais un reduce en faisant la somme. Donc et puis après, tu sauvegardes ça dans le tout. Donc c'est le même code que ce que vous avez vu en Java, mais là en ce cas-là. Donc si on exécute ça sur du Spark, donc là en l'occurrence sur le même cluster, alors je vais juste changer un truc, peut-être le output pour mettre 11, que j'ai testé avant de venir. Et voilà. Donc là, ça plante tout de suite. C'est nickel, parce que le 3 existe déjà, et que je n'ai pas recopié ce que je voulais. Copie, voilà. Je suis en première année souris, alors donc, je vais y arriver. Hein. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, voilà, même chose, il calcule, blablabla. Donc là, il travaille en mémoire distribuée en fait sur les différentes machines du cluster. Voilà. Donc là, j'ai à peu près le même résultat. Donc là, en l'occurrence, il a fait 3 reduce, il a un peu plus optimisé le truc. Si je rafraîchis ici. Voilà. Donc là, il a fait 3 reduce. Donc si je recopie ça localement, si je recopie ça localement, voilà, et que je montre ça en bidule. Donc j'obtiens des choses comme ça, avec, bon, c'est présenté avec des parenthèses en plus pour décorer, mais ça a été plus rapide.
Donc voilà, c'est une autre façon de faire aussi. Là, pour le coup, c'est dans les frameworks que je propose de faire une pause à ce moment-là.